Nous sommes en 1137, à Bordeaux, lors du mariage entre Louis VII de France et Aliénor d'Aquitaine. Alors que la maison Capet tente de s'imposer à la tête du royaume des Francs, elle est gênée dans son ascension par la maison d'Anjou qui s'apprête à recevoir l'Angleterre en héritage. En effet, le fils de Mathilde l'Emperesse, héritière de la couronne anglaise, et de Geoffroy le Bel, qu'on surnomme le Plantagenet, doit réunir sous son autorité tous les territoires situés entre l'Écosse et la Loire. Catastrophe géopolitique pour les Capétiens, déjà que les rois anglais sont aussi les ducs de Normandie et que techniquement ils sont vassaux du roi des Francs, voilà maintenant que la maison d'Anjou s'apprête à fusionner avec son plus grand adversaire. Alors, la parade trouvée par Louis VI est une alliance de raison avec le duché d'Aquitaine, le territoire le plus puissant et le plus influent du royaume. Le fils du roi des Francs, Louis le Jeune, ainsi que l'unique héritière de la maison de Poitiers, Aliénor, se marient à Bordeaux pour contrer l'influence grandissante des Plantagenets. Mais très vite, le nouveau couple semble avoir du mal à coexister car les intérêts des deux maisons ne convergent pas forcément. Certains le pensent déjà tout bas, sans le dire tout haut, le mariage pourrait être annulé par la reine qui se tournerait alors vers le pire ennemi de la couronne. Elle réunirait son propre duché à l'immense empire anglo-angevin, faisant planer une menace de mort sur les Capétiens. Dans toutes mes vidéos, je passe du temps sur les arbres généalogiques pour expliquer les enjeux historiques autour des grandes familles. Chez les Mérovingiens, nous avions nommé la plupart des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de Clovis et au-delà qui ont été assassinés ou tondus pour des histoires d'héritage. À l'époque, les seigneurs connaissaient leur ascendance et leur descendance sur le bout des doigts. Ils n'étaient jamais à l'abri, en effet, d'une tentative de meurtre par un cousin éloigné. Alors aujourd'hui, on vous souhaite de découvrir votre généalogie avec plus de sécurité. C'est d'ailleurs l'engagement de MyHeritage qui sponsorise cette vidéo. En vous faisant accéder à 19 milliards de documents historiques, leur plateforme vous permet de rechercher, d'ajouter et de découvrir qui étaient vos ancêtres. Avec 90 millions d'utilisateurs à travers le monde entier, MyHeritage croise les données de chaque personne inscrite et propose des correspondances automatiques. Leur outil Instant Discoveries est facile d'accès et vous accompagne pas à pas dans la construction de votre généalogie en ligne. Chez moi, j'ai pu remonter 6 générations en arrière. J'ai ainsi appris que mon ancêtre, Jean-Baptiste Guillaume Gaspard, était officier dans l'infanterie et qu'il a dû servir pendant les guerres napoléoniennes. Tous mes proches l'ignoraient, mais nous avons bien un héros militaire dans la famille. Bref, profitez d'un essai gratuit de 14 jours en cliquant sur le lien juste en dessous. Vous aurez le temps de découvrir toutes les fonctionnalités de MyHeritage, comme par exemple la restauration de vieilles photos ou bien l'ajout de biographies automatiques grâce à l'IA. C'est 100% sécurisé et très facile à faire, alors cliquez sur le lien juste en dessous et à très vite sur MyHeritage. Si vous suivez cette série sur les croisades, cet épisode s'inscrit dans la suite du précédent où nous avions fait un bref détour par le royaume des Francs. L'objectif est de comprendre la place particulière des Capétiens dans la deuxième expédition, mais au moment où nous parlons, les croisés sont encore sur la défensive en Orient. En 1137, quand Aliénor et Louis VII se marient à Bordeaux, l'Atabeg de Mossoul n'a pas encore réussi à reprendre Édesse. Il ne réussira que 7 ans plus tard, soit en 1144, ce qui poussera le pape à faire appel au roi des Francs ainsi qu'à la reine Aliénor. Alors tentons de comprendre ce qu'il s'est passé à Paris pendant ce laps de temps. Entre le mariage et la reprise d'Édesse par les Turcs, le couple royal connaît 7 ans de vie commune. Penchons-nous sur leurs intérêts politiques et familiaux afin de bien cerner leurs motivations. Du côté franc, lorsque Louis VI meurt à la fin 1137 et que son fils Louis VII monte sur le trône, la situation ne semble plus aussi dramatique qu'auparavant. L'héritier des Plantagenets, qu'on appelle Henri II, n'a que 2 ans et depuis la mort de son père, le roi d'Angleterre, les barons anglais refusent de le reconnaître. Mathilde l'Emperesse doit alors envahir la Grande Île et la guerre civile va durer au moins 10 ans. Elle bataille férocement pour faire valoir les droits de son fils, ce qui épuise les ressources de la maison d'Anjou. Alors côté Capétien on en profite. La meilleure chose à faire pour le couple royal serait d'avoir un garçon, mais plusieurs problèmes l'empêchent de remplir son devoir. Louis VII est un souverain très pieux, on dit qu'il observe plusieurs périodes d'abstinence et que sa foi très prononcée le rend moins efficace pour les activités charnelles. De plus, le roi n'a pas que le dossier Plantagenet à gérer, il est aussi en prise avec d'autres nobles qui ne reconnaissent pas son autorité.
Par exemple, quand Louis VII autorise son cousin, Raoul de Vermandois, à épouser la sœur d'Aliénor, Pétronie, pour renforcer les liens avec l'Aquitaine, le suzerain organise aussi l'annulation du premier mariage de Raoul. Son cousin est en effet marié à Éléonore de Blois, une noble champenoise très haut placée dans sa dynastie. Seulement, comme le divorce n'existe pas vraiment au Moyen-Âge, le roi doit prouver que les deux époux sont consanguins. Dans la loi, le mari et sa femme n'ont pas le droit d'être parents à un certain degré. Prononcer une séparation n'est possible que sur preuve de liens familiaux rapprochés au sein du couple. Louis VII réussit justement à prouver que Raoul et Éléonore sont en fait cousins et que donc leur mariage doit être annulé pour consanguinité. Le premier se libère de tout engagement et épouse immédiatement la sœur de la reine, Pétronie. Quant à Éléonore, qui est humiliée publiquement, elle cherche évidemment à se venger de cet affront. Furieuse, elle s'en va trouver refuge dans sa famille en Champagne. Avec l'appui du comte de Reims, qu'on appelle Thibaut, elle demande à l'église d'intervenir et de faire annuler l'annulation. Le pape prend personnellement le dossier en main et après avoir découvert que le procès en consanguinité était infondé, il excommunie Raoul pour avoir rompu son serment. La famille royale est donc désavouée devant tout le monde. En 1142, le roi croit trouver dans les débats autour de la nomination d'un nouvel archevêque de Bourges le moyen de s'imposer face au pape. En effet, le pontife soutient la candidature d'un certain Pierre de La Châtre, un homme qui comme par hasard reçoit aussi la bénédiction de Thibaut, le comte de Champagne. Immédiatement, le suzerain bloque l'intronisation. Il fait passer en force un autre candidat qu'il estime plus en phase avec sa politique et Pierre de La Châtre se réfugie à Reims. De là, les Champenois fomentent une révolte contre la couronne et le royaume entre en guerre civile. Nous sommes alors pendant l'hiver 1143 et Louis VII marche avec toute son armée à l'est de Paris. Puis, alors que ses hommes assiègent une par une les forteresses ennemies, une troupe isolée fait le siège de Vitry et dans la confusion, elle provoque un drame qui va bouleverser l'histoire. Sans en avoir reçu l'ordre, les soldats mettent le feu à une église dans laquelle s'étaient réfugiées des centaines de personnes. Villageois, femmes, enfants, vieillards, nouveau-nés, les flammes auraient tué de nombreux civils et on accuse rapidement le roi des Francs d'en être le responsable. Lorsqu'il se rend sur place, Louis VII aurait été tellement gêné par cette affaire qu'il en serait devenu quasiment malade. Pour un suzerain censé protéger les petites gens au nom de Dieu, savoir que ses propres soldats ont mis le feu à une église abritant des innocents est absolument bouleversant. Ne se fait-il pas appeler le souverain très chrétien, le roi pieux, le défenseur de la Vierge et du Christ ? Brûler un lieu sacré est aux antipodes de tous les principes sur lesquels il a bâti son pouvoir. Les chroniques disent que rongé par les remords, Louis VII aurait signé la paix avec le comte de Champagne. L'archevêque de Bourges aurait repris ses fonctions, le camp du pape aurait gagné la partie et mieux encore, le roi toujours troublé par les événements se serait rapproché d'un homme d'église qu'on appelle Bernard de Clairvaux. Que Louis VII soit responsable ou pas de l'incendie, Bernard de Clairvaux lui préconise un moyen radical pour se racheter. Avant de poursuivre, faisons un résumé rapide de la chronologie. Pendant que le roi des Francs pleure les innocents de Vitry, la guerre entre Turcs et Croisés bat toujours son plein et les États latins subissent un échec retentissant. En 1144, soit un an après le drame que nous venons de raconter, l'Atabek de Mossoul repasse à l'offensive et capture la ville d'Édesse contre toute attente. Moins de 50 ans après la première croisade, les chrétiens sont désormais en grande difficulté dans leur possession d'Orient. Alors, les nouvelles de ce désastre font rapidement le tour du monde et finissent par arriver à la cour de Paris où Louis VII, toujours ému, s'est rapproché de Bernard de Clairvaux. Pour effacer les fautes de la maison Capet, l'homme d'église conseille au souverain de prendre la croix et de partir avec toute son armée. Reste à savoir quelle sera la réaction de la reine Aliénor. Avant toute chose, rappelons qu'il est malheureusement difficile de retracer avec précision la vie de la duchesse d'Aquitaine. Première chose à dire, en 1145, Aliénor est encore très jeune. Elle a probablement 21 ans et elle est conseillée par sa famille dont les intérêts peuvent converger ou non avec ceux de son mari. Son père étant mort juste avant son accession au trône, elle est victime de nombreuses tensions politiques en Aquitaine et une bonne façon de stabiliser son fief serait de conquérir le territoire voisin, le comté de Toulouse. Louis VII envoyant pour elle des contingents armés dans ce territoire, l'union franco-aquitaine semble en tout point profitable d'un point de vue politique. Par contre, au-delà des intérêts matériels, il y a aussi l'union entre deux familles et la nouvelle vie de la duchesse à Paris ne se passe pas comme prévu. Le couple paraît bien mal assorti dès le départ. Louis VII est un souverain très pieux, austère, mou, voire indécis. Elle, c'est une reine entreprenante et volcanique qui dirige sa maison avec énergie.
On dit que son caractère audacieux lui donne une influence considérable sur le roi qui se laisse parfois déborder par son épouse. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais certains membres de la maison Capet deviennent suspicieux à l'égard de la reine. Par exemple, Adélaïde de Savoie, la mère de Louis VII, aurait désavoué ses choix politiques à plusieurs reprises. Ajoutez à ces tensions des différences culturelles entre Francs de Languedoil et Aquitains de Languedoc, vous obtenez une atmosphère de méfiance qui pourrait éclater en séparation si les intérêts communs des deux maisons venaient à disparaître. En revanche, même si les différences culturelles sont importantes, c'est plutôt l'incapacité du couple royal à faire un garçon qui provoque de l'impatience. À l'époque, seul un héritier mâle permet de sécuriser une dynastie et la naissance d'une fille appelée Marie de France en 1145 n'arrange pas les choses. Louis VII ne peut pas partir en croisade dans ces conditions car s'il venait à mourir au combat, il mettrait en péril toute sa lignée. Alors, pour sauver son âme de la damnation tout en préservant son couple, il aurait insisté pour que sa femme vienne avec lui. L'intérêt est également financier bien sûr. En faisant route avec Aliénor, il mettrait les barons d'Aquitaine à profit et décuplerait le nombre de soldats dans son armée. Malheureusement, impossible de connaître l'état d'esprit de la reine vis-à-vis de l'expédition, les sources sont très évasives à ce sujet. Est-elle forcée par Louis VII ou prend-elle la croix de son plein gré? Dans un sens, une grande opération militaire pourrait unifier les seigneurs aquitains derrière elle à une époque où son pouvoir est encore assez fragile. Ou alors, le duché souhaite venir en aide à l'un des membres les plus éminents de sa dynastie. À Antioche, c'est bel et bien un Poitevin qui est à la tête de la cour depuis quelques années. Dans la petite principauté normande, Raymond de Poitiers est l'oncle d'Aliénor et c'est un prince d'Orient dont les exploits sont racontés partout en France. Étant en première ligne face aux Turcs de Zenki, il est tout à fait possible que sa nièce, la reine des Francs, ait souhaité lui porter secours. Bref, arrivé en l'an de grâce 1146, le royaume des Francs se prépare pour la deuxième croisade. Louis VII veut se racheter et montrer qu'il est bien le roi très chrétien. Aliénor voudrait porter secours à son oncle tout en unifiant son propre duché derrière elle. Dans la petite ville bourguignonne de Vézelay, Bernard de Clairvaux en mission pour le pape Eugène III prêche alors le départ vers l'Orient. Devant la foule rassemblée, il demande à tout l'Occident de se mettre sur le pied de guerre et de marcher tout droit contre les Turcs. Quiconque part avec lui, dira la chanson écrite peu après son discours, ne doit craindre l'enfer car son âme sera au paradis avec les anges. Si la guerre s'est imposée aux chevaliers, c'est parce que Dieu organise un tournoi entre le bien et le mal et les chrétiens ont le devoir de participer. En 1146, Bernard de Clairvaux appelle l'Occident à la deuxième croisade contre les Turcs. Son discours est entendu par l'empereur germanique Conrad ainsi que par le roi des Francs Louis VII. Le pape confirme ainsi l'engagement de l'Église en faveur de la guerre sainte. Un an plus tôt, dans une bulle, c'est-à-dire une lettre appelée Militia Dei, il proclamait que les chevaliers engagés dans la Reconquista recevraient les mêmes récompenses que ceux partis en Orient. Puis, dans une seconde bulle appelée Divina Dispensatione, le Saint-Siège déclare aussi la guerre aux païens slaves des pays baltes. Là-haut, dans les forêts froides de Prusse et de Poméranie, coincées entre la Germanie impériale et la Scandinavie christianisée, ce sont les croisades nordiques qui commencent. Elles ne s'achèveront que plusieurs décennies plus tard et seront à l'origine des chevaliers teutoniques qui s'y distingueront particulièrement. Ce qui était pressenti dans l'épisode 1 s'est finalement réalisé. En donnant sa bannière à ceux qui ont pris la croix, le pape s'est imposé comme le premier chef militaire de l'Occident. Pendant l'année 1147, les armées chrétiennes se mettent en route sur tous les fronts. D'abord, les Saxons prennent d'assaut les païens slaves de Poméranie. Ensuite, des chevaliers venus d'Angleterre, de Flandre, de Normandie et d'Hispanie font le siège de Lisbonne par la terre et par la mer. Quant aux Francs de Louis VII, aux Aquitains d'Aliénor et aux Germains de Conrad, ils prennent le chemin de Constantinople en marchant sur les pas des premiers pèlerins partis 50 ans plus tôt. Soldats, hommes d'église, simples paysans, femmes de basse, haute ou moyenne condition, l'église a trouvé un moyen très efficace de rendre la croisade populaire. En plus des récompenses spirituelles, ceux qui se cousent une croix sur leurs vêtements sont exemptés de taxes, d'impôts et d'intérêts bancaires pour toute la durée du voyage. Ni les gouvernements ni les financiers n'ont le droit de leur demander des comptes jusqu'à leur retour au foyer.
Des promesses qui augmentent sensiblement le nombre de départs, mais qui empêchent aussi les convois d'observer une cohésion d'ensemble, car avec tous les bagages, toutes les charrettes et toutes les carrioles, la gestion des colonnes croisées devient impossible. Lorsque l'armée arrive dans la plaine de Choroa-Bakwa, à quelques kilomètres seulement de la reine des villes, le campement est victime d'une catastrophe naturelle qui provoque des pertes considérables. Lors de violentes tempêtes, les rivières entrent en crue et inondent soudainement les routes. Les pèlerins sont surpris dans leur sommeil et se noient par centaines. Une chronique allemande nous décrit la scène avec horreur. On en voyait qui nageaient, se rappelle le témoin. On en voyait qui nageaient et d'autres qui s'accrochaient à leurs chevaux. Un grand nombre d'entre nous furent entraînés par le courant des fleuves, puis furent blessés par les rochers ou avalés par la puissance des remous. À une époque où les catastrophes naturelles sont attribuées à la volonté du ciel, il ne n'en s'est fallu que quelques instants pour que les observateurs y voient une condamnation divine. On pouvait penser que Dieu était en colère contre les Francs, écrit alors un chroniqueur byzantin. Après le désastre à Choroa-Bakwa, la deuxième croisade partie sur les chapeaux de roue semble déjà condamnée à l'échec. L'empereur d'Orient fait passer les Germains en premier, mais les Turcs, qui sont cette fois-ci sur leur garde, engagent les colonnes impériales dans la seconde bataille de Dorilé. Au même endroit où la cavalerie franque avait écrasé les archers montés seldjoukides en 1097, le sultan de Roum prend une revanche totale et complète en écrasant son ennemi. Lorsque Louis VII et Aliénor traversent le Bosphore à leur tour, ils se retrouvent ainsi vulnérables et le couple royal tente d'éviter le piège tendu. Dans les sources, il n'est plus fait mention d'Aliénor à ce moment-là. Les historiens ne savent pas si elle a suivi son époux ou si elle est restée à Constantinople après l'annonce de la défaite impériale. Nous n'avons que des informations sur le roi des Francs qui, selon les récits médiévaux, aurait tenté d'échapper aux Turcs en empruntant une route difficile dans les montagnes. Les colonnes s'enfoncent alors dans le défilé de Pisidie, mais forcément, c'est un endroit rêvé pour une embuscade et les Seldjouks ne manquent pas cette occasion de surprendre l'envahisseur. Entre les volées de flèches, les charges de cavalerie et les combats au corps à corps, les Francs comme les Aquitains connaissent un sort similaire aux Germains quelques semaines plus tôt. Abandonné par ses gardes, Louis VII se serait défendu avec courage alors que son ennemi l'aurait assailli de toutes parts. En s'adossant habilement contre un arbre, il aurait bataillé toute la journée jusqu'à la tombée du jour avant de s'échapper discrètement. Imaginez les conséquences pour le royaume des Francs si le souverain avait été capturé par ses ravisseurs. La rançon qu'aurait demandé le sultan de Roum aurait à coup sûr causé la ruine de la maison Capet. Sitôt après la défaite, on raconte que les pèlerins étaient dans un état tellement pitoyable que les Turcs de Roum ont finalement eu pitié de leurs ennemis. Ils auraient proposé aux survivants de la nourriture et de l'argent, sauvant peut-être des milliers de civils de la famine, mais Louis VII, qui refuse de baisser les bras, aurait préféré payer les Byzantins pour qu'ils l'emmènent vers Antioche par voie maritime. À ce moment, les trois quarts des forces croisées auraient déjà disparu. L'armée de secours qui débarque au Levant n'est plus que l'ombre d'elle-même et seuls les chevaliers de France, d'Aquitaine et de Germanie auraient survécu. C'est là où Aliénor d'Aquitaine réapparaît dans les sources, et c'est là, également, où les chroniqueurs y voient la première fissure dans le couple royal. En effet, le prince d'Orient, Raymond de Poitiers, qui, rappelons-le, est l'oncle de la reine, veut marcher sur Édesse sans perdre de temps. La ville est toujours occupée par les Turcs et son emplacement est stratégique. Si les chrétiens la reprennent rapidement, ils pourront consolider leur position face aux appétits turcs et byzantins. Aliénor est parfaitement d'accord avec ce plan et elle souhaite que les Aquitains y participent, sauf que cette fois-ci, son époux ne se laisse plus influencer aussi facilement. Selon l'historienne Cécile Morisson, Louis VII n'obéit plus à aucune logique militaire. Il fait de la croisade un pèlerinage princier, selon les termes de l'auteur, c'est-à-dire que l'expédition est au service de son confort spirituel et rien d'autre. Pour se faire pardonner du drame de Vitry, le roi a besoin d'aller à Jérusalem, point final. Soulager Antioche de la pression turque n'est plus qu'un objectif secondaire. Alors, pendant leur séjour dans la principauté normande, une fissure définitive semble à tout jamais creusée au sein du couple royal. Aliénor veut aider son oncle contre l'Empire Zangide, mais son époux veut marcher vers le sud afin d'accomplir son serment de croix. C'est finalement l'opinion du second qui prévaut, car certains y voient aussi un intérêt stratégique. À l'instant où nous parlons, l'Atabek Zenki est déjà mort depuis 2 ans et son empire est partagé entre ses 2 fils. Le premier, Nur ad-Din, occupe Alep et le second Ghazi reçoit Mossoul. Or, Nur ad-Din poursuit la politique de son père en poussant ses pions vers Damas, le grand centre intellectuel et la capitale financière de Syrie. Si jamais il réussit, les Turcs pourraient exercer une pression constante sur les Latins.
Dans ces conditions, le roi de Jérusalem compte sur les renforts d'Occident pour subjuguer Damas avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, il est difficile d'établir une vérité sur les événements qui vont suivre. Comme nous l'avons vu ensemble dans l'épisode 7, dès que les croisades sont mises en échec, les chroniqueurs rendent les femmes responsables de la situation. Les camps ne sont pas chastes, écrit l'un d'entre eux, castra non casta en latin, sous-entendu, la présence de croisés au féminin multiplie le nombre de bagages, ralentit le convoi et distrait les soldats. Quant à la reine Aliénor, qui n'échappe pas aux suspicions, les témoignages l'accusent d'avoir semé la discorde dans le camp chrétien. On dit qu'elle ne s'exprimerait qu'en Languedoc avec son oncle, un dialecte absolument incompréhensible pour Louis VII qui se sent exclu des discussions. Certains la soupçonnent même d'avoir trompé son mari avec Raymond et ces rumeurs infâmes salissent la réputation de sa maison. Que ces accusations soient fondées ou pas, Aliénor aurait fini par menacer le roi de faire annuler leur mariage. Paraît-il, selon elle, qu'elle partage avec son époux un parent éloigné et donc qu'elle pourrait lui intenter un procès pour consanguinité. Le roi des Francs est sous le choc, il hésite sur la conduite à tenir, mais rappelé par son désir de purifier son âme, il reprend finalement la route. De concert avec l'empereur germanique et les Francs de Jérusalem, il termine son pèlerinage dans la ville sainte, puis il attaque Damas sans plus attendre. Le siège échoue, cependant, il échoue lamentablement en seulement quelques jours, et les croisés doivent rebrousser chemin. Alors, quel est le bilan de la deuxième croisade? Si l'expédition franco-aquitaine est un échec, les chrétiens ont davantage de succès sur les autres fronts. Au nord, les Saxons ont obtenu des promesses de conversion, ils ont brûlé les campagnes sur des dizaines de kilomètres et le christianisme commence à s'implanter dans la région. Au sud, les opérations en Hispanie se sont accélérées et l'assaut sur la ville de Lisbonne est un triomphe. Le Portugal, qui a obtenu son indépendance des royaumes ibériques il y a quelques années, y installe sa nouvelle capitale pour l'éternité. Le grand perdant de la deuxième croisade est finalement le royaume des Francs. Non seulement ses finances sont mises à mal, mais de plus, le retour des pèlerins concorde aussi avec la fin de la guerre civile en Angleterre. Henri de Plantagenet est désormais roi des Anglais, duc de Normandie et prince d'Anjou. Il règne sur un territoire immense dont les ressources dépassent de très loin celles des Capétiens. Et c'est là où les événements prennent une tournure inattendue, car en 1150, Aliénor donne naissance à une deuxième fille, Alix de France, ce qui déçoit grandement la cour de Paris. Ignorant les appels à la raison, Louis VII s'enfonce un peu plus dans les mauvais choix. Entre les rumeurs d'infidélité de la reine à Antioche et les différences de caractère entre les deux époux, l'incapacité de la reine à lui donner un héritier mâle le pousse à demander l'annulation du mariage. Mettant donc les propres menaces d'Aliénor à exécution, mais cette fois-ci à son actif, il monte un dossier pour consanguinité et exige la séparation juridique avec la duchesse. Sans s'en rendre compte, il pousse en fait son ancienne épouse dans les bras de son plus grand ennemi, Henri de Plantagenet, qui justement cherche une reine pour diriger son vaste empire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire juste en dessous. Merci à notre sponsor MyHeritage d'avoir soutenu cette vidéo. Profitez-en pour construire votre arbre généalogique de façon simple et amusante. En cliquant sur le lien juste en dessous, vous bénéficierez d'un essai gratuit de 14 jours. Quant à nous, nous nous retrouverons dans l'épisode 14 pour la suite de la série Croisade. Maintenant que Aliénor s'apprête à épouser le roi d'Angleterre, le roi des Francs se voit amputé d'un immense territoire. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos médias sociaux et à très vite sur Bataille de France.